Question orale, the honorable leader of the opposition. La chef de l'opposition. Les accusations selon lesquelles le premier ministre a utilisé la fusillade en Nouvelle-Écosse pour faire avancer son programme politique sont extrêmement troublantes. Nous croyons le surintendant Darren Campbell lorsqu'il dit que la commissaire Lockey a fait pression sur la GRC pour qu'elle révèle certaines informations. Nous croyons également qu'il est possible que la commissaire ait subi des pressions de la part du cabinet du premier ministre et du bureau du ministre de la Sécurité publique. Ces libéraux ont l'habitude de s'ingérer dans les enquêtes pour faire avancer leur programme politique, comme nous l'avons vu dans le cas de SNC-Lavalin. Le gouvernement s'engagera-t-il aujourd'hui à mener une enquête complète, ouverte et transparente sur cette affaire? L'honorable ministre. L'indépendance de l'application de la loi est un principe clé de notre démocratie. Notre gouvernement le respecte. Je l'ai moi-même toujours respecté. À aucun moment notre gouvernement n'a-t-il exercé des pressions dans les décisions de la GRC. J'en profite pour renvoyer la députée à la déclaration de la commissaire où elle a dit qu'il n'y avait pas d'ingérence. La chef de l'opposition. Monsieur le Président, quelqu'un ne dit pas la vérité et ce n'est pas le surintendant Campbell. Monsieur le Président, il n'a pas seulement vécu les choses différemment. Nous savons que les libéraux ont l'habitude de s'immiscer dans les enquêtes lorsque c'est à leur avantage. Et lorsqu'ils sont pris, ils nient, ils détournent et ils blâment. Il est répugnant de penser qu'ils utilisent la pire fusillade de l'histoire du Canada à des fins politiques, mais cela semble très possible. Nous devons faire la lumière sur cette affaire. Je pose la question, encore une fois, le gouvernement s'engagera-t-il à mener une enquête complète et ouverte? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je vais partager la vérité. En fait, hier, la commissaire de la GRC a déclaré, et je cite, « Il est important de savoir que le partage d'informations avec le ministre est nécessaire, surtout dans le cadre d'une telle tragédie en sol canadien. Cela fait partie de la procédure et ça ne nuit pas à l'intégrité de l'enquête. » Elle a aussi dit, Monsieur le Président, « Je prends l'indépendance de l'application de la loi au sérieux et cette indépendance continuera d'être respectée dans toutes les discussions. » L'inflation, Monsieur le Président, a atteint son plus haut niveau en 40 ans et la situation des Canadiennes est pire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Une inflation de 7,7 et ce sont les Canadiens qui souffrent. Alors que les libéraux blâment la COVID, Poutine et tous les autres, les conservateurs ont demandé et demandent encore aux libéraux de réduire les impôts et de donner aux Canadiens un répit à la pompe. Même le président Biden a annoncé une réduction de 3 mois de la taxe sur l'essence. Mais ces libéraux continuent froidement de dire non. Les libéraux préfèrent voir les Canadiens souffrir plutôt que d'accepter n'importe laquelle de nos bonnes idées. N'est-ce pas là la vérité? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Mon honorable collègue a raison de dire que l'abordabilité est une préoccupation importante pour les Canadiens. C'est pourquoi la vice-première ministre a parlé des 9 milliards de dollars de soutien que nous offrons. Nous travaillons aussi à stabiliser les prix mondiaux de l'énergie en augmentant la production pétrolière avec nos partenaires les États-Unis, le Brésil et d'autres pour régler la crise de l'énergie de façon à assurer l'abordabilité pour les Canadiens. Et de mégantier éclairable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Monsieur le Président. L'inflation est à son plus haut niveau des 40 dernières années, 7,7 %. Le discours grandiose de la ministre des Finances devant l'élite à Toronto la semaine passée, c'était de la poudre aux yeux. Il n'y avait absolument rien là-dedans pour contrer l'inflation au pays, Monsieur le Président. Même le président Joe Biden a baissé temporairement les taxes pour permettre aux Américains de souffler un peu. C'est connu, les libéraux, eux autres, ils aiment ça, l'essence qui coûte cher. Pourquoi acceptent-ils de laisser souffrir les Canadiens au lieu de les aider à payer leur épicerie, leur loyer, l'essence, Monsieur le Président? Pourquoi ne font-ils rien? L'honorable vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président.
Écoutez, il n'y a aucune certitude que les politiques que les conservateurs proposent vont avoir un effet sur le prix à la pompe pour les Canadiens, Monsieur le Président. Ce qui est certain, c'est que nous sommes allés jusqu'en Cour suprême pour défendre notre prix sur la pollution et le tribunal nous a donné raison. Ce qui est certain, c'est que les conservateurs sont à court d'idées et qui ne savent pas comment gérer l'économie ni comment aider les Canadiens. Nous sommes là pour aider les Canadiens à faire face à l'augmentation du coût de la vie, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-L'Érable. Monsieur le Président, c'est clair qu'il n'y a pas que le coût de la vie qui subit l'inflation à entendre des réponses comme ça. L'incompétence libérale aussi est en forte hausse, Monsieur le Président. Incurie, laxisme, crise, manque de compassion, c'est pas mes mots, c'est ceux des Canadiens qui attendent en ligne présentement devant les bureaux de passeport, Monsieur le Président. C'est ça la réalité. Ils attendent des jours pour un papier de base essentiel du gouvernement, un passeport. La ministre a admis ce matin qu'elle savait depuis des mois que c'était pour arriver. Sa solution arrive aujourd'hui. On va faire une autre ligne avec des numéros pour vous éviter d'avoir à attendre en ligne pour un passeport. Attendez un numéro pour un passeport. C'est quoi la logique là-dedans, Monsieur le Président? Quand est-ce qu'ils vont se réveiller pour faire des vraies choses pour les Canadiens? Honorable ministre des Familles. La situation à Montréal, c'est vraiment inacceptable. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, on a changé la situation. On assure que les gens qui voyagent dans les prochaines 24 heures reçoivent leur passeport à temps. Pour les personnes qui voyagent de plus de 48 heures, nous avons une autre stratégie pour eux. Monsieur le Président, les hauts gestionnaires sont là pour parler avec les gens dans la file parce que c'est vraiment inacceptable ce qui vivent les gens à Montréal et on va assurer qu'on les serve de bien fort. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, j'aurais envie de souhaiter bon voyage au premier ministre, mais pas tant. Dans un bel avion qui lui est réservé pour le Rwanda, son passeport bien correct, ses visas certainement très corrects. Ici, des milliers de personnes attendent. Attendent la nuit, attendent en risquant de se faire prendre la place par quelqu'un qui fait des petites fraudes, attendent pour payer des frais de retard dont le gouvernement est responsable, sans présence média, sous encadrement policier, et maintenant numérotés comme des brebis. C'est pas une solution, c'est plus de chaos, c'est pire, ça marche pas. Monsieur le Président, maintenant qu'il n'y a rien qui marche, on fait quoi pour ces gens-là? Bravo! L'honorable ministre des Familles. La situation à Montréal est vraiment inacceptable et c'est différent de ce qui se passe dans les autres endroits du pays. Pendant les dernières 4 journées de service, il y avait plus de 1000 personnes qui faisaient la file et nous ne voulons pas que les personnes doivent faire ça. Alors pour cette raison, dès le 7 heures du matin, on a des équipes de haute gestion qui sont là pour parler avec les gens, assurer qu'ils reçoivent les informations qu'ils ont besoin, assurer qu'ils ont un rendez-vous puisqu'ils peuvent retourner à une heure précise et ne doivent pas faire la file. Monsieur le Président, nous savons que c'est frustrant, nous savons que c'est important et nous allons continuer de réagir à la situation. Honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, la ministre n'arrête pas de répéter qu'elle a émis des directives puis qu'il n'y a personne qui les écoute. Hier, tous les ministres du gouvernement ont dit que c'était inacceptable. Personne n'a amené de solution qui marche. Est-ce qu'on comprend que ça va être comme ça jusqu'à la fin de 2022? Qu'il n'y aura rien de plus ou de plus intelligent de fait? Si les ministres du gouvernement dénoncent au lieu de gouverner, qui va gouverner? Le Bloc québécois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je crois que tous les autres partis dans la Chambre sont d'accord que le Bloc québécois ne serait pas le gouvernement ici, mais quand même, nous assurons que les Canadiens vont recevoir leur passeport. Et c'est une situation difficile. Après 2 ans, nous savons que les Canadiens veulent voyager et nous savons qu'ils ont besoin de recevoir leur passeport. Monsieur le Président, il y a une haute demande. Les employés de Service Canada travaillent extrêmement fort. Ils travaillent pendant le jour, pendant la nuit pour assurer que les Canadiens reçoivent leur passeport et nous continuerons de réagir dont ils ont besoin. Monsieur le Président. The honourable member. Le député de Burnaby-Sud. Merci, Monsieur le Président. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 1983. Les travailleurs ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Nous savons que la solution proposée est d'augmenter les taux d'intérêt, mais ça va exercer encore plus de pression sur les travailleurs. Le gouvernement peut-il comprendre que
les travailleurs ne sont pas responsables de cette inflation. Ils ont besoin d'aide. Quand le gouvernement va-t-il aider les familles? La ministre des Familles. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue à la fille du chef néo-démocrate. En fait, ce gouvernement aide les familles partout au pays. Nous avons des ententes sur les garderies. Je suis certaine que la ministre aimerait qu'on l'entende. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter l'honorable chef néo-démocrate d'être accompagné de son enfant. C'est bien de voir des enfants en chambre, mais je suis ravie de voir que les députés de l'autre côté sont si enthousiastes par rapport aux garderies parce que nous avons 13 ententes partout au pays pour aider les familles. En fait, les familles reçoivent déjà dans certaines provinces un rabais de 50 % sur les garderies. Pour certaines provinces, cela représente 2 000 à 4 000 $ dans les poches des familles. C'est comme ça que nous aidons les familles et les enfants. Le député de Burnaby-Sud. Le taux de l'inflation est le pire depuis 1983. Et ça veut dire que les familles ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Si la seule solution pour régler l'inflation, c'est d'augmenter le taux d'intérêt, ça va encore mettre plus de pression sur les épaules des familles. Le plan pour réduire l'inflation doit inclure l'aide pour les travailleurs. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va livrer l'aide pour les familles maintenant? Bravo. Le ministre. J'ai des bonnes nouvelles pour l'honorable chef de l'NPD, que nous sommes en train de livrer l'aide à ce moment dans 13 provinces et territoires partout au pays avec les accords de petits-enfants. C'est des $1000 chaque an que les familles avec des petits-enfants vont sauver. C'est des réels dollars qui les aident avec l'autre coût de la vie. Monsieur le Président, nous sommes là pour les familles, pour les enfants et pour notre pays. Merci, Monsieur le Président. Le député de South Shore St. Margaret's. Le meurtre de masse de 22 concitoyens de la Nouvelle-Écosse et d'un enfant à naître est utilisé par les libéraux comme moyen de pression politique pour le contrôle des armes à feu et c'est dégoûtant et insultant pour les victimes et leurs familles. Les notes détaillées des agents de la GRC pour cette enquête ont été qualifiées de fausses par l'ancien ministre. Qui dit la vérité? Les enquêteurs de la GRC ou les politiciens libéraux qui tentent de s'ingérer dans l'enquête? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'aimerais renvoyer le député à la déclaration de la commissaire. L'information est partagée lorsque nécessaire, mais j'aimerais aussi reconnaître que la fusillade en Nouvelle-Écosse a dévasté les familles et les communautés, en particulier les familles des 22 victimes, et nous les gardons dans nos pensées. Le député de Cumberland-Colchester. Monsieur le Président, des gens en Nouvelle-Écosse s'inquiètent de l'enquête. Le surintendant Campbell a dit que la commissaire avait dit que la GRC allait publier l'information. La commissaire a ensuite dit que c'était lié au projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Monsieur le Président, 22 personnes sont décédées dans ma circonscription dans le cadre de cette stratégie. Nous croyons le surintendant Campbell. Le ministre le croit-il? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais discuté avec le surintendant, mais la commissaire a déclaré qu'il est important de noter que le partage d'informations avec le ministre est nécessaire, surtout pendant la fusillade en sol canadien. Il s'agit de la procédure et ça ne nuit pas à l'intégrité de l'enquête et il ne s'agit pas non plus d'ingérence. Elle a dit qu'elle prend l'indépendance des services policiers au sérieux et elle va continuer de respecter ce principe. Le député de Cumberland-Colchester.
Le gouvernement libéral s'est servi de la politique pour s'ingérer dans une enquête policière. Ils espéraient faire avancer leur projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Cette ingérence mine la confiance du public dans les enquêtes policières. Comment le tueur a-t-il pu obtenir des armes de contrebande au Canada? Après combien de temps le ministre a-t-il discuté du projet de loi avec la commissaire Lockey? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler aux députés que nous avons fait campagne en 2019 sur notre promesse de renforcer le contrôle des armes à feu. Monsieur le Président, en mai 2020, nous avons gardé cette promesse. Mais l'indépendance des forces policières demeure un principe clé de la démocratie. Notre gouvernement l'a toujours respecté. Monsieur le Président, à aucun moment notre gouvernement ne s'est-il ingéré dans les décisions opérationnelles de la GRC. Le député de Sturgeon River Parkland. Monsieur le Président, il est clair pourquoi le gouvernement voulait avoir une enquête secrète. Hier, la commissaire Lockey n'a pas nié qu'elle avait promis au ministre de la Sécurité qu'elle publierait de l'information sur la fusillade en Nouvelle-Écosse. Les gens n'ont pas l'habitude de tenir leurs promesses à moins qu'on leur demande. Le ministre a-t-il demandé à la commissaire de publier de l'information sur la fusillade en Nouvelle-Écosse, oui ou non? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. La réponse courte est non. Et finalement, j'aimerais vous renvoyer encore une fois à la déclaration de la commissaire. Elle a dit qu'elle prend l'indépendance des services policiers au sérieux et ce principe continuera d'être respecté dans toutes les interactions. Voilà les faits. Le député de Red Deer-Lacombe. Monsieur le Président, le premier ministre est passé d'une ingérence inappropriée dans les poursuites à une ingérence dans les enquêtes policières. Pour ce premier ministre, le meurtre de 22 personnes n'est pas une tragédie, mais une opportunité politique. Le surintendant Campbell était clair. La commissaire a dit qu'elle avait promis au ministre de la Sécurité publique et au cabinet du premier ministre que la GRC publierait cette information. La commissaire a ensuite dit que nous ne comprenions pas que cela était lié au projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Quand le gouvernement annoncera-t-il une enquête par une tierce partie sur cette ingérence choquante? L'honorable ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, j'aimerais vous renvoyer à la déclaration de la commissaire. Elle a été claire. Order. À l'ordre. Order. À l'ordre. Yes, they are discussing. Throwing names back and forth from both sides is Lancer des injures ne réglera rien. J'aimerais demander aux gens de respirer par le nez. Le ministre peut recommencer. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi réitérer que la décision à savoir quand ou comment les policiers publient de l'information revient aux policiers. Le gouvernement ne s'est pas du tout ingéré et n'a pas exercé de pression non plus. J'aimerais rappeler aux députés la déclaration de la commissaire dans laquelle elle a dit clairement qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans ce cas-ci. Alors voilà les faits et c'est ce que j'ai partagé à la Chambre. Le député de Red Deer-Lacombe. Monsieur le Président, de multiples sources de la GRC accusent ce gouvernement d'ingérence politique qui a mis en péril les enquêtes policières sur une tragique fusillade. Lia Scallan du service des communications de la GRC aurait déclaré « La commissaire publie un dénombrement de corps que nous n'avons même pas. C'était une pression politique. C'est à 100% le ministre et le premier ministre. » Fin de la citation. Les Canadiens ne croient pas aux excuses du ministre qui tente désespérément de protéger le premier ministre et de sauver leur carrière. Si les libéraux n'ont rien à cacher, vont-ils soutenir une enquête relativement à cette ingérence politique? L'honorable ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, j'ai dit aux députés qu'il n'y a pas eu d'ingérence. À aucun moment, notre gouvernement n'a-t-il fait des pressions sur la GRC. C'est clair dans la déclaration de la commissaire.
Monsieur le Président, j'aimerais ajouter que les Canadiens, y compris ceux qui ont été touchés par cette tragédie, ont exprimé des préoccupations à savoir quand et comment la GRC a partagé de l'information avec le public. Et c'est précisément pourquoi, Monsieur le Président, nous avons examiné l'approche de communication durant et après les événements. Merci, Monsieur le Président. De Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, c'est l'heure des bilans. Exposé à une manifestation à risque de camionneurs, le gouvernement a tardé et encore tardé avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. À la demande des corps policiers, a-t-il dit. Or, c'est faux. Les corps policiers ne l'ont pas demandé et il y a même des ministres du gouvernement, dont la vice-première ministre, qui ont dit non, c'est un choix purement politique. Est-ce que le ministre est fier d'avoir simplement permis au premier ministre, comme un autre en 1970, d'invoquer les mesures d'urgence contre des civils sur la base de mensonges? L'honorable ministre de Sécurité publique. Mais oui, Monsieur le Président, je suis très fier de le travail du gouvernement pendant les blocages illégaux. On devait prendre des décisions qui étaient nécessaires. Ça, c'est l'invocation de la loi de mesures d'urgence. C'est avec le conseil de le service policier. C'est exactement ce que le commissaire de la GRC a confirmé avant le comité. Et maintenant, on va collaborer avec les processus d'examen devant le comité conjoint au Parlement et même avec le juge Rouleau pour offrir le maximum de transparence sur cette décision. Et on va toujours défendre cette décision. Merci. Honorable député de Belleuil-Chambly. Toujours l'heure des bilans, parlons environnement. Calembredène de séquestration de carbone dont les experts disent ça marche pas cette affaire-là. Mensonge sur la possibilité d'atteindre les objectifs du gouvernement. Achat de Trans Mountain à perte. Subvention à l'industrie pétrolière indirecte. Baie du Nord. D'abord, de bonne foi, j'en suis convaincu, le ministre a signé éventuellement ce qui est devenu un marché de dupes. Est-ce que les libéraux sont conscients qu'ils ont fait d'un militant environnemental un lobbyiste du pétrole? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais rappeler à mon honorable collègue qu'en tant que ministre de l'Environnement, je n'ai jamais contourné les règles sur l'évaluation environnementale, ce qu'il a fait non pas à une reprise quand il était ministre de l'Environnement, non pas à 2 reprises quand il était ministre de l'Environnement, mais à 3 reprises quand il était ministre de l'Environnement à son époque. Nous avons mis en place un plan, notre plan fonctionne, la pollution diminue au Canada, Monsieur le Président, et nous allons continuer de le faire. Merci beaucoup. The honourable member for South Surrey. Le député de South Surrey, White Rock. Monsieur le Président, les Canadiens sont choqués et horrifiés par les preuves qui font surface dans l'enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse. Les preuves présentées montrent que la commissaire de la GRC a fait une promesse au ministre de la Sécurité publique et au cabinet du premier ministre de tirer parti des meurtres d'avril 2020. Il s'agit d'une tentative scandaleuse de politiser la GRC. Une autre femme leader doit compromettre ses principes pour des gains politiques. Le premier ministre va-t-il collaborer avec l'enquête de ce comité? Le ministre de la Sécurité publique. Évidemment, il n'y a pas eu de promesse, mais je renvoie la députée à la déclaration de la commissaire. Elle a dit qu'il est important de noter que le partage d'informations avec le ministre est nécessaire, surtout pendant une fusillade de masse en sol canadien. Il s'agit de la procédure normale. Ça n'a pas de répercussions sur l'intégrité de l'enquête ni l'indépendance de la GRC. La commissaire conclut « Je respecte le principe de l'indépendance policière et ce principe continuera d'être respecté dans toutes les interactions. » Voilà les faits, Monsieur le Président. Le député de South Surrey, White Rock. Monsieur le Président, ce ministre a besoin de suivre les règles d'éthique. 22 personnes ont été brutalement assassinées en Nouvelle-Écosse, dont un agent de la GRC et une femme enceinte par un homme qui avait obtenu des armes à feu illégales. Qu'a fait le premier ministre? Contraindre la commissaire à utiliser ces 15 innocents pour appuyer leur programme politique. Les Canadiens savent maintenant que des pressions ont été exercées auprès de la GRC. Les Canadiens croient le surintendant Campbell. Honte à ce gouvernement
Pourquoi le gouvernement s'est-il ingéré dans une enquête sur cette tragédie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, pour ce qui est de mes règles d'éthique, eh bien, je vais faire fi du commentaire. Monsieur le Président, un instant. Non, wait. Un instant. Je demanderai aux deux côtés de cesser de lancer des injures. C'est tout ce que je demande. J'en ai entendu des deux côtés. Alors, je demande aux deux côtés de se calmer. C'est assez. Et si quelqu'un dit encore une fois que les autres ont commencé, je vais avoir l'impression d'être un professeur au jardin d'enfants, le député de Charlebourg-Saint-Charles. Monsieur le Président, à quel point le gouvernement peut-il tomber aussi bas pour se servir d'une tuerie de masse à des fins politiques? Léa Scanclan, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, a dit, et je cite, « Le ministre, tous ces gens, le premier ministre, il faisait pression sur ce que nous pouvions et ne pouvions pas dire. C'était une pression politique. Ce gouvernement est totalement immoral. » Est-ce que le premier ministre peut nous dire qui de son cabinet a décidé de politiser la Gendarmerie royale du Canada et quand sera-t-il démis de ses fonctions? L'honorable ministre, the honorable minister. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas politiser le meurtre de 22 personnes en Nouvelle-Écosse en 2020. Monsieur le Président, l'indépendance des opérations policières est un principe clé de notre démocratie, notre gouvernement. Le principe, je l'ai toujours moi-même toujours défendu. À aucun moment, le gouvernement ne s'est-il ingéré dans les décisions opérationnelles de la GRC, y compris la stratégie de communication. Je vous renvoie à la déclaration de la commissaire où elle dit qu'il n'y a pas eu d'ingérence. Député de Charlebourg-Saint-Charles. Monsieur le Président, pourtant, le surintendant Campbell de la GRC a déclaré, je cite, « La commissaire a dit qu'elle avait promis au ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre que la GRC publierait cette information. Pour qu'elle puisse faire cette promesse, il aura fallu qu'on lui demande de le faire. C'est pas la première fois que le premier ministre et son cabinet abusent de leur pouvoir. Ils essaient de nous faire croire que les enquêteurs de la GRC mentent, mais les Canadiens voient ce qui se passe. Nous, les conservateurs, on croit le surintendant Campbell. Est-ce que le premier ministre le croit? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je n'ai jamais eu de discussion avec Monsieur Campbell. La commissaire pourra donner sa version des faits, mais j'aimerais rappeler aux députés que l'indépendance des opérations policières est un principe clé de notre démocratie. Nous le respectons et le défendons. Je tiens à rassurer les députés, à aucun moment le gouvernement ne s'est-il ingéré dans les communications opérationnelles de la GRC. J'aimerais renvoyer les députés à la déclaration de la commissaire. Elle a dit qu'il n'y a pas eu d'ingérence. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Monsieur le Président, on entend des allégations très troublantes selon lesquelles ce gouvernement se serait ingéré dans une enquête policière en cours. Les Néo-Écossais ont souffert et ils méritent des réponses. Qu'un gouvernement compromette une enquête à des fins politiques, c'est une insulte pour les familles des victimes. Toute ingérence du bureau du premier ministre est totalement inacceptable et ébranle la confiance des Canadiens envers nos institutions. Ce gouvernement lancera-t-il une enquête approfondie sur ces allégations troublantes afin d'offrir aux Canadiens les réponses qu'ils méritent? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je me répéterai encore une fois, il n'y a eu aucune ingérence, nous n'avons imposé aucune pression sur la GRC pour quelconque raison que ce soit. Des mois avant, nous avions fait une promesse aux Canadiens que nous allions interdire les armes de style d'assaut. La tuerie en Nouvelle-Écosse n'avait rien à voir avec notre décision. Nous savons que ces armes qui sont utilisées pour des tueries de masse sont utilisées pour tuer le plus grand nombre de personnes possible et nous étions déterminés à agir. L'honorable député de Churchill-Kiwatinokaski. Monsieur le Président, le Parti libéral fera face à un test aujourd'hui. Accepteront-ils une bonne idée
pour lutter contre les changements climatiques ou se rangeront-ils du côté de leur riche ami de la Banque d'infrastructure? Nous le saurons aujourd'hui puisque les députés seront appelés à voter sur mon projet de loi visant à donner aux communautés autochtones et du Nord l'infrastructure dont elles ont besoin pour faire face à la crise climatique. Au cours du débat cette semaine, nous avons dû écouter un député libéral faire l'éloge de l'escroquerie des partenariats publics-privés et demander plus de privatisation. La question que je pose à tous les députés est: les libéraux vont-ils défendre les communautés autochtones et du Nord ou leurs riches amis milliardaires? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous reconnaissons qu'il faut améliorer l'infrastructure partout au Canada, mais la députée d'en face fait des commentaires qui sont complètement déconnectés de la réalité du travail fait par la Banque d'infrastructure. Voici un exemple. Près de 49 000 logements seront reliés au Manitoba à de la fibre optique dans 23 municipalités rurales. La députée d'en face et son chef qui ont demandé l'abolition de la Banque d'infrastructure du Canada veulent-ils parler à ces 49 000 résidents qui seront maintenant connectés à la fibre bien qu'ils méritent parce qu'elles pensent qu'ils peuvent faire mieux? Le député de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Stopper et renverser le déclin de la biodiversité est un enjeu de premier plan qui mérite l'effort de tous. Le Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale en termes de lutte au changement climatique et la protection de la nature. Est-ce que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut informer cette Chambre des derniers développements vers l'atteinte d'un cadre mondial ambitieux sur la biodiversité? Honorable ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour son travail et son militantisme sur cette question. Et c'est avec fierté que j'annonce à cette Chambre qu'à la demande des Nations unies, le Canada a accepté d'être l'hôte de la prochaine conférence des Nations unies sur la protection de la diversité biologique en décembre prochain. Cette importante conférence doit être le moment où l'ensemble des pays de la planète, comme le Canada, s'engagent à protéger au moins 30 de nos terres et de nos océans d'ici 2030 et à renverser la perte de biodiversité d'ici 2050. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Central-Okanagan, Similkameen Nicolas. Qui l'aurait cru, Monsieur le Président? La dernière fois que l'inflation était aussi élevée, c'était il y a 40 ans. Il y avait un autre premier ministre libéral divisif et dépensé qui s'appelait Trudeau. On dit que l'histoire se répète, Monsieur le Président. Je dis que nous aurions dû apprendre de nos erreurs. Beaucoup de Canadiens souffrent. La ministre des Finances reconnaît-elle que ces 100 milliards de dollars de dépenses de relance économique sont inflationnistes, que ce niveau d'inflation n'est pas juste, ce n'est pas équitable? Admettra-t-elle aujourd'hui que c'est de la juste inflation? L'honorable ministre. Monsieur le Président, l'inflation mondiale est causée par plusieurs facteurs, dont la pandémie, la guerre en Ukraine, et tout cela a des répercussions sur le budget des Canadiens. Notre inflation se situe en deçà de celle de l'OCDE, de l'Union européenne, des États-Unis. Nous continuons à miser sur l'aide aux Canadiens. Nos mesures ont permis de sortir 1,3 million de Canadiens de la pauvreté. Et la plupart des aides aux aînés et aux enfants sont indexées à l'inflation. Nous allons continuer à améliorer l'avantage économique à long terme du Canada. L'honorable député de Central-Okanagan, Similkameen Nicolas. Bon, ces libéraux veulent toujours parler de ce que pense Moody, mais la ministre devrait plutôt prendre le pouls de la population canadienne. Les conservateurs citent depuis des mois l'exemple de l'Alberta, où le gouvernement a réduit les taxes sur l'essence, le prix de l'essence a baissé et l'inflation a elle aussi diminué. Une baisse du prix de l'essence, c'est une victoire pour les consommateurs et pour l'économie. Même le président Biden demande maintenant un congé de 3 mois de la taxe sur l'essence pour faire la même chose pour le peuple américain. La ministre des Finances va-t-elle en instaurer une aujourd'hui? Est-ce que le seul congé auquel songent les libéraux, c'est un congé de 3 mois de la reddition de comptes à la Chambre des communes? Honorable ministre. Monsieur le Président, nous comprenons que l'augmentation du prix de l'essence a des répercussions négatives sur le budget des Canadiens, mais nous savons également que cette augmentation est le résultat de phénomènes mondiaux. Si nous donnons un congé fiscal sur l'essence, il n'y a aucune garantie que les économies seront transférées aux consommateurs canadiens. De la même façon, la taxe de 11 cents le litre sur le carbone
permet de rendre la vie plus abordable pour 80 des Canadiens. Saint-Laurent. Monsieur le Président, les Canadiens se sont levés ce matin avec une autre mauvaise nouvelle de ce gouvernement-là. L'inflation au pays est à 7,7 %. Ça, c'est le plus élevé depuis 40 ans. Ça touche toutes les familles canadiennes, mais particulièrement les plus humbles d'entre nous. Nous, les conservateurs, ça fait des mois qu'on demande que l'on baisse la taxe sur le prix de l'essence. Mais voilà, Monsieur le Président, qu'on n'est pas tout seul à penser ça. Le président démocrate américain Biden propose, lui, de réduire la taxe pour les 3 prochains mois. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait être d'accord avec son ami Biden et baisser les taxes? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous savons que c'est une période très difficile pour des millions de Canadiens. Les courses sont plus chères, les paiements du loyer ou de l'hypothèque sont difficiles à effectuer. C'est la raison pour laquelle nous avons baissé les taxes pour la classe moyenne à 2 reprises. Les conservateurs ont voté contre. C'est la raison également que les paiements de la sécurité de la vieillesse, que nous venons d'ailleurs d'augmenter, arrivent au mois de juillet. C'est aussi la raison pour laquelle les prestations en vertu de l'allocation canadienne pour enfants vont être transférées au mois de juillet. Nous sommes là pour aider les Canadiens à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Les conservateurs s'opposent à toutes ces mesures-là, Monsieur le Président. Le député de Louis-Saint-Laurent. En ne s'inspirant pas du président Biden, les libéraux font en sorte que le Canada devient le seul pays du G7 à ne pas avoir baissé la taxe sur le pétrole. Mais, Monsieur le Président, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour savoir qu'une baisse de taxe, ça fonctionne. Au Canada, en Alberta, le 1er avril, alors que le gouvernement montait la taxe libérale sur le carbone, le gouvernement provincial de l'Alberta, lui, baissait sa taxe et l'abolissait même. Résultat, ça baisse l'inflation en Alberta. Pourquoi, si ça fonctionne en Alberta, ça ne fonctionnerait pas partout au Canada? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais corriger mon collègue. Avec tout respect, les Américains n'ont pas baissé ces taxes-là, pas encore en tout cas. Et c'est parce qu'ils savent qu'en baissant les taxes pour les compagnies pétrolières, on n'aide pas les Canadiens directement. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, on aide les Canadiens directement avec des prestations uniques aux Canadiens qui ont la difficulté à trouver du logement abordable, avec des prestations directes pour les aînés, avec des prestations directes pour les familles, avec des jeunes enfants. Monsieur le Président, on est là pour soutenir les Canadiens. Les conservateurs sont là pour soutenir les compagnies pétrolières. C'est ça la règle. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, le gouvernement prend les citoyens pour des valises dans le dossier des passeports. Aujourd'hui, il a commencé à remettre des coupons avec des heures de rendez-vous aux gens qui font la file dehors à Montréal. Mais à 9h20, c'était fini, les coupons. Ils ont remis environ 75, selon TVA. 75 sur des milliers de personnes qui attendent un rendez-vous. Monsieur le Président, est-ce que c'est vraiment ça, leur meilleure solution de la semaine? Parce que si oui, on n'est vraiment pas sorti du bois. L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on a pris une nouvelle stratégie justement pour réagir aux demandes qu'on voit à Montréal, en particulier à des centaines et des milliers de personnes qui sont dehors des bureaux de Service Canada. On a offert des billets pour des rendez-vous et j'étais assurée par la gérante, la directrice du Québec, que les gérantes seront là pendant toute la journée pour assurer que tout le monde qui fait la file reçoive les informations dont ils ont besoin et aussi des rendez-vous pour les personnes qui ont des voyages urgents. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, je suis grandement rassurée. Mais une maudite chance que c'est pas le fédéral qui administrait les vaccins. Rappelez-vous comment ça roulait, les centres de vaccination. On était accueillis, on se faisait informer, on se faisait diriger, même si on était des millions en même temps à demander un rendez-vous. Méchant contraste avec les passeports. Au fédéral, on paie la moitié de nos impôts à ce gouvernement-là et il est incapable, en retour, de nous offrir une simple pièce d'identité avec photo. Est-ce qu'ils vont au moins reconnaître leur grande incompétence? J'espère au moins qu'ils ont honte. L'honorable ministre.
qu'un passeport, c'est un document sécuritaire. Il y a une question d'intégrité, un processus de vérification important. Ça représente la citoyenneté canadienne. On doit assurer que l'intégrité de le processus est intacte. Aussi, Monsieur le Président, nous avons reçu presque 85% des applications sont pour les premières fois qu'ils appliquent pour un passeport. Alors, c'est encore plus complexe qu'un simple renouvellement, mais quand même, nous sommes là. Nous avons embauché plus de personnes. Nous réunissons des ressources et nous serons là pour les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Haliburton-Kawartha-Lakes-Brock. Monsieur le Président, les habitants de ma circonscription doivent prendre des décisions déchirantes au quotidien sur ce qu'ils veulent acheter, comme Paul Domimi, qui est pris dans un cercle vicieux. Il doit travailler plus de 50 heures par semaine simplement pour joindre les deux bouts, ou Barbara, une personne âgée, qui s'inquiète de voir ses économies s'amenuiser, ou Brad de Peterborough, qui s'inquiète qu'une augmentation du diesel peut vouloir dire la fin de son entreprise, ou quelqu'un d'autre qui doit se demander s'il doit faire le plein ou nourrir sa famille. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à ces dépenses inconsidérées et calmer la crise du coût de la vie? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous savons que c'est un moment difficile pour des millions de familles canadiennes. L'épicerie est plus chère, les factures s'accumulent. C'est pourquoi nous avons réduit les impôts pour la classe moyenne et les petites entreprises et avons sorti 1,3 million de Canadiens de la pauvreté. Nous réduisons les frais de service de garde pour les parents, donnons plus d'argent aux aînés et assurons la croissance à long terme du Canada tout en réduisant le ratio dette-PIB à chaque année, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary-Centre. Monsieur le Président, l'inflation a grimpé bien au-delà des niveaux records à 7,7 %. L'Europe a réduit les taxes sur l'essence. Le président américain demande maintenant une suspension de la taxe sur l'essence. Que fait ce gouvernement? Imposer une taxe sur une taxe. La dernière fois que les prix de l'essence étaient aussi élevés, c'était 2014. À l'époque, c'était 1,40 $ le litre, près de 70 sous de moins qu'aujourd'hui. La ministre des Finances dit que c'est hors de son contrôle, mais elle fait fi de son rôle et des solutions à sa portée. Quand va-t-elle enlever les augmentations du prix de l'essence? Merci, Monsieur le Président. Le coût de la vie est certainement une priorité pour notre gouvernement. Nous prenons des mesures pour nous attaquer au problème. Comme l'honorable député le sait, la ministre des Finances a annoncé des mesures la semaine dernière pour s'attaquer au problème du coût de la vie. Nous allons continuer à étudier les différentes façons de nous attaquer au coût de la vie et nous travaillons également à régler le problème de la sécurité énergétique en augmentant la production au Canada, en stabilisant les prix et en réduisant notre dépendance à long terme. L'honorable député de Sarnia-Lambton. Monsieur le Président, Brandy de ma circonscription est une mère célibataire qui a de la difficulté à s'en sortir. La hausse du prix de l'essence et de l'épicerie l'a obligée à aller à la banque alimentaire. Et maintenant, l'ARC, après 7 années de vérification, sans rien trouver, lui dit qu'elle doit payer 30 000 $ en impôts. Et le ministre n'a pris aucune misère pour intervenir dans ce dossier. Quand les libéraux vont-ils corriger leur politique qui prennent de l'argent à ceux qui peuvent le moins se le permettre, comme la taxe sur l'essence? L'honorable ministre. Président, notre gouvernement était là pour soutenir les Canadiens pendant la pandémie. Alors que l'Agence du revenu étend actuellement ses efforts de vérification et de recouvrement, les personnes touchées peuvent être rassurées, Monsieur le Président. Nous sommes là aussi pour les aider. Les personnes qui ont besoin d'aide peuvent communiquer avec l'Agence pour trouver une solution qui va être adaptée à leur situation. Et je tiens à rassurer mes collègues que l'Agence procédera avec empathie et compassion, Monsieur le Président. L'honorable député de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. L'enquête canadienne auprès des personnes handicapées de 2017 avait révélé que plus de 6 millions de Canadiens déclarent avoir un handicap. Nous devons créer un pays qui est inclusif. C'est pourquoi, aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées a annoncé un nouveau financement pour les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Par le biais du Fonds pour l'accessibilité, un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient les projets d'infrastructure et améliore l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes handicapées. La ministre peut-elle nous donner plus de détails sur cette importante annonce? L'honorable ministre de l'Emploi. Monsieur le Président,
J'ai été ravi de me joindre ce matin à ma collègue présidente du Conseil du Trésor pour annoncer le gouvernement le programme canadien pour éliminer les obstacles à l'emploi. Nous avons annoncé un soutien financier de 12,5 millions de dollars pour 225 centres d'éducation préscolaire et de garde d'enfants par le biais du Fonds pour l'accessibilité. Nous sommes fiers d'investir dans des organisations qui comprennent l'importance et la valeur de l'inclusion. L'honorable député de Peace River Westlock. Monsieur le Président, grâce aux conservateurs de Harper, le gouvernement libéral dispose d'un outil important pour protéger les enfants à l'étranger contre l'exploitation sexuelle. Les libéraux peuvent refuser de délivrer les passeports aux Canadiens qui sont susceptibles de voyager et d'exploiter des enfants, mais les libéraux ne le font pas. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont révoqué que 13 passeports de prédateurs d'enfants et n'en ont refusé que 8. Il y a 42 000 délinquants sexuels au Canada. À la ministre, au cours des 7 dernières années, combien de passeports les libéraux ont-ils donné à des délinquants condamnés de délits sexuels sur des enfants? L'honorable ministre, Monsieur le Président, c'est extrêmement important d'assurer l'intégrité de la délivrance des passeports. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque quelqu'un présente une première demande de passeport, nous devons nous assurer de ne pas nous tromper. C'est une autre raison pour laquelle, lorsque nous étudions les passeports des enfants, nous voulons nous assurer d'avoir la permission des 2 parents dans le cas d'une séparation, s'il y a un accord sur qui a la garde, puisque nous devons faire attention. C'est ce que nous allons faire. Mais Lévy. Monsieur le Président, drame des passeports. Ce matin, en entrevue avec Paul Arcan, la ministre a affirmé qu'elle savait depuis des mois que la situation deviendrait problématique. Des mois. Elle a laissé pourrir la situation. Son écurie est à l'image de ce gouvernement. On ne compte plus la dérive de tous les documents dont il s'occupe. La ministre a induit les Canadiens en erreur en leur disant qu'ils recevraient leur passeport à temps, alors qu'elle savait pertinemment que ce n'était pas le cas. Maintenant, peut-elle donner l'heure juste à cette Chambre et nous dire combien de milliers de personnes attendent dehors, en ligne, pour avoir leur passeport, Monsieur le Président? L'honorable ministre. La situation à Montréal est unique dans le pays à ce moment. Il y a des centaines de personnes qui sont fait la file à les 3 bureaux de passeport à Montréal. On sait qu'avec les vacances de Saint-Jean et la Journée du Canada, il y a plusieurs de personnes de Québec qui veulent voyager. À ce moment, nous avons changé la stratégie justement pour assurer que les personnes reçoivent les services et les informations dont ils ont besoin. On va continuer de réagir à la situation et justement pour assurer que les Canadiens reçoivent leur passeport. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Oshawa. Monsieur le Président, les bureaux de circonscription sont des bureaux de service pour les Canadiens. Et avec ce gouvernement incompétent libéral, les députés d'Oshawa ont besoin de beaucoup de services. Immigration, passeport, affaires étrangères, PCU, la liste est très longue. Nos bureaux sont débordés, travaillent jour et nuit pour corriger les problèmes de ce gouvernement libéral. Quand les libéraux vont-ils cesser de déverser leurs échecs au bureau de nos circonscriptions, prendre la responsabilité pour le chaos, retourner au travail et régler ce gâchis? L'honorable ministre. Monsieur le Président, d'abord, je tiens à apporter une précision puisque les députés d'en face n'arrêtent pas de dire que les fonctionnaires doivent retourner au travail. Les fonctionnaires et les agents de Service Canada sont au travail, ils travaillent jour et nuit, et les personnes dont ils parlent qui travaillent de la maison, Monsieur le Président, sont les mêmes personnes qui ont offert la PCU à 9 millions de Canadiens. Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui ont assuré l'assurance emploi, la PCU et la PCR à des niveaux sans précédent depuis 15 ans. Nous savons qu'il y a des difficultés avec les passeports à l'heure actuelle. Nous continuons de travailler jour et nuit et les fonctionnaires travaillent très fort. L'honorable député de Davenport. Monsieur le Président, les changements climatiques sont importants pour mes résidents de Davenport. J'ai même d'ailleurs reçu une lettre manuscrite d'une électrice de 11 ans qui s'appelle Selina et qui s'inquiète de l'environnement et qui voulait me dire qui voulait savoir ce que notre gouvernement fait pour protéger l'environnement. À la fin de sa lettre, elle nous dit « Nous pouvons tous faire une différence. Ensemble, nous pouvons faire du monde un endroit plus sûr pour tout le monde. » Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques peut-il informer la Chambre des dernières initiatives mises en place par notre gouvernement pour protéger l'environnement, lutter contre les changements climatiques et contribuer à rendre le monde plus sûr? L'honorable ministre de l'Environnement.
Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Davenport pour son travail important et son militantisme sur cette question. Selina's right. Célina a tout à fait raison. Nous devons en faire plus pour protéger notre environnement et c'est pourquoi cette semaine, nous avons annoncé que nous interdisons 6 plastiques à usage unique qui polluent nos rivières, notre environnement, qui se retrouvent dans nos rues et partout au Canada. Entre maintenant et 2030, ce seront 22 000 tonnes de pollution plastique que nous allons sortir de l'environnement, 1,3 million de profit pour l'économie canadienne. L'honorable député de North Island Powell River. Monsieur le Président, il y a 3 ans, les libéraux ont promis 150 millions pour la création d'un fonds pour les survivants des anciens combattants. Mais à ce jour, pas un seul dollar n'a été dépensé. Hier, le directeur parlementaire du budget a constaté que le double est nécessaire pour corriger la situation. Des centaines de veufs et de veuves d'anciens combattants attendent que ce gouvernement respecte sa promesse et attendent que le gouvernement élimine la clause sexiste du mariage intéressé. Pourquoi les libéraux empêchent-ils le mariage après 60 ans? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Elle sait sans doute que nous travaillons très fort à ce que les anciens combattants aient les prestations adéquates. Nous avons demandé à l'Institut de poursuivre ses recherches. Je comprends que le comité s'est penché sur la question et j'attends avec impatience le rapport du comité. Nous sommes engagés à réévaluer la situation et je m'engage auprès de ma collègue que nous allons tout faire pour offrir les services appropriés dont nos anciens combattants ont besoin. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, nous revoilà. En juin dernier, le gouvernement a présenté un projet de loi visant à mettre en œuvre la prestation canadienne pour personnes handicapées quelques jours avant l'ouverture du Parlement, puis la déclencher des élections. En juin dernier, le gouvernement a présenté exactement le même projet de loi. 20 jours plus tard, nous n'en avons toujours pas débattu. 9 autres projets de loi ont été priorisés depuis. Les Canadiens en situation de handicap continuent de vivre disproportionnellement en situation de pauvreté partout au Canada. Ils veulent des mesures de soutien d'urgence et veulent de l'action. Ce gouvernement comprend-il que le simple fait de présenter un projet de loi ne fait rien pour aider les Canadiens en situation de handicap aujourd'hui? L'honorable ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, depuis 2015, nous en avons tellement fait en tant que gouvernement. J'ai été ravi de pouvoir présenter de nouveau le projet de loi C-22 à la Chambre il y a quelques semaines. Nous travaillons avec la communauté pour que leurs besoins soient reflétés dans le projet de loi et que le plus grand nombre de personnes puissent être sorties de la pauvreté avec la prestation canadienne pour handicapés. Nous allons sous peu publier notre plan d'action national sur la question. En tant que gouvernement, nous allons nous assurer d'avoir la bonne approche. All the time we have for question period today, c'est tout le temps que nous avons. I wish to draw the attention of... J'aimerais signaler la présence dans la tribune de l'honorable ministre de l'Éducation et ministre responsable de l'équité entre les sexes du Yukon.